L'enregistrement a démarré, donc dès que vous voulez, Vincent et Mathilde, vous pouvez vous lancer. D'accord, super. On va commencer. On va rester comme ça. Donc, Mathilde Sulzer, associée gérante de Sogefin. Donc, je présente l'atelier avec Vincent. Donc moi, je suis Vincent Robe, donc directeur des opérations de Sogefin. Donc, on va présenter aussi l'entreprise et notre application Mon Territoire. Voilà, bon, on est ravis de vous présenter cet atelier dans cette thématique du foncier. Parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment d'actualité, notamment avec l'essor de l'open data autour de cette thématique-là. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer lors de l'atelier. Nous, le sujet qu'on a proposé, c'est tirer le portrait du parcellaire parce que effectivement, la donnée se libère et au niveau de la parcelle, il y a quand même de plus en plus de données à faire remonter. Et on va vous montrer comment nous, on la capte, ce qu'on a identifié, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut lui faire dire. On va vous parler des différentes sources de données. Voilà, on va illustrer tout ça. Alors, Sogefin, en quelques mots, on est donc implanté à Toulouse et Moissac, donc en pleine Occitanie. On a vraiment deux expertises à Sogefin. Ça fait donc plus de 30 ans qu'on existe. La donnée, c'est vraiment le sujet du moment et de ces journées professionnelles. Et le web mapping, qu'on voit plus, nous, comme un outil, comme un moyen, qui n'est pas forcément une finalité. Mais vraiment, ces deux expertises complémentaires sont indispensables dans le SIG. Et là, on va vraiment parler données par les illustrations qui viennent par la suite. On va y aller directement. On va rentrer dans le vif du sujet. On a pris une parcelle. Qui a un nom. 82 112 00 BL 430. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire remonter au niveau de cette parcelle? C'est ce qu'on va vous montrer. Déjà, son matricule, qui est un peu long, s'explique par d'abord le code INSEE de la commune, donc le code INSEE pour rappel. Alors, je pense qu'on va dire des choses qui semblent évidentes pour certains. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vincent va le suivre et comme ça, pourra me couper la parole et y répondre directement ou accélérer sur certains points. Voilà, mais juste pour poser un petit peu les bases sur ce matricule de parcelle. Donc, ça commence par le code INSEE, département plus numéro de commune, qui est sur 5 chiffres, plus un préfixe qui va surtout concerner les communes qui ont été réunifiées, qui ont été reprises. Et puis après, on va retrouver la section qui est sur 2 caractères en lettres et le numéro de parcelle. Donc ça, c'est un identifiant unique qui va permettre de localiser la parcelle et puis de faire remonter beaucoup d'informations. Concernant le cadastre, la première approche que l'on a, c'est de localiser sur le PCI vecteur, donc cette donnée aussi qui s'est libérée en open data depuis quelques années maintenant, qui permet d'avoir le fond plan cadastral France entière qui est mis à jour tous les 3 mois. Donc c'est cette source qu'on utilise et qui nous permet de la localiser, de l'identifier, d'avoir sa surface et sa forme. Mathilde, peut-être pour illustrer ça, on pourrait aller sur monterritoire.fr et puis aller la rechercher, cette parcelle-là. En fait, à partir de monterritoire.fr, vas-y Mathilde, on a une version démo de notre application Mon Territoire qui est gratuite, qui s'appelle Open Mon Territoire. Donc voilà, donc monterritoire.fr. Ensuite, vous allez sur portable taille libre et gratuit. C'est ce qu'on présentait un peu hier aussi dans notre vidéo. On peut choisir n'importe quel EPCI, n'importe quelle commune. Donc là, Mathilde, tu vas très vite, mais tu as sélectionné la commune de Moissac. Ouais, ensuite,
mais elle aurait pu choisir un EPCI, un département, l'Occitanie même. Voilà, si on tape Occitanie, là, on a un portail aussi. Donc là, elle a tapé Moissac. En fait, toutes les strates toutes les strates administratives peuvent être initialisées. On initialise donc un web SIG, comme ça, en quelques secondes, avec tout un tas de données géographiques. Et en effet, la première donnée géographique, nous, qu'on intègre à Sogefi, c'est la donnée PCI, vecteur, qui est mise à jour par Etalab et mise à disposition tous les 3 mois par Etalab, ce qui nous permet d'avoir une donnée très fraîche. Et donc, cette fameuse donnée parcelle BL, combien on a choisi BL? 430. 430, donc on peut aller rechercher. Donc, pour apporter cet outil de recherche, en fait, on va utiliser la première API, l'API PCI de chez nous, chez Sogefi, qu'on a monté à partir donc, des données Open Data d'Etalab. Et donc, du coup, ce que vous voyez à l'écran, c'est en effet le contour de cette parcelle issue de cette API PCI, issue de l'Open Data, en effet, et donc quelques attributs en partie haute de la parcelle. Là, je peux peut-être les commenter. Ouais. Voilà, donc ici, on va retrouver son matricule, donc son code INSEE, qui est composé du code INSEE de la commune, du préfixe, de la section et du numéro de parcelle. On va aussi pouvoir récupérer la contenance, ici, qui est la contenance cadastrale, qui peut avoir une différence avec la surface graphique, bien sûr, on le sait. Et puis, par une autre API dont on parlera juste après, on va récupérer l'adresse et bien sûr sa commune. Mais donc, la première approche, c'est vraiment de pouvoir se localiser grâce à ce flux de données qui est en open data. Donc, il y avait une petite question dans le chat et du coup, j'ai répondu, mais je vais quand même argumenter. Michel qui posait la question, est-ce que c'est France entière? Donc, oui. Testez sur monterritoire.fr, vous recherchez un EPCI, une commune, un département et vous y arriverez. On peut aller même dans les DOM, c'est ma réponse. Oui, voilà, c'est ici. Vous pouvez ici sur monterritoire.fr. OK. Donc oui, juste par rapport à la surface et au périmètre, bien entendu, c'est une dérivée finalement du fond de plan cadastral, puisque chaque parcelle est en vecteur, on peut faire le calcul de superficie et de périmètre de la parcelle. Voilà, donc ça, PCI vecteur qui est en open data, qui est libre, qui permet de se localiser. Autre donnée qu'on va chercher vers l'open data, c'est l'adresse. Donc là, pour cette parcelle-là, on va récupérer automatiquement son adresse, 340 Côte de Pignol. Donc sur l'adresse, on utilise l'API BAN d'Etalab également. Donc là, comment on fait? En fait, les adresses, c'est des points, ce n'est pas des polygones. Donc on n'a pas une adresse pour une parcelle. Voilà, dans les DGO, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller rechercher le point adresse le plus proche de la parcelle pour le restituer à cet endroit-là. Bon, l'adresse, vous le savez, c'est une problématique forte aujourd'hui dans les collectivités avec le système BAL-BAN qui a été mis en place. Vous allez sur mesadresses.data.gouv pour en savoir plus. Et voilà, c'est une autre façon et une information complémentaire de donner une information sur la parcelle. Sur la parcelle. Alors maintenant, on va rentrer dans des données, on va essayer de remonter un petit peu le temps, parce qu'on aime bien ça en plus à Sogefi, le côté historique. Et on va là passer sur des flux de données, donc ça va être de l'information visuelle carto. Dans le Tarn-et-Garonne, on a la chance d'avoir le cadastre napoléonien. Donc là, sur cette parcelle-là, on arrive à voir où elle était placée par rapport à ce référentiel napoléonien. Et c'est un flux de données aussi qui est comme les autres données référencées et qui permet de consulter cette donnée en ligne. Tu l'as, donc là, par exemple, quand on parle de fond de plan napoléonien, en effet, le fond de plan napoléonien, il n'y a pas de données France entière qui a été mise en place. Par contre, je ne sais pas si sur la version gratuite, on l'a sur Moissac. Selon les départements, il y a des DDT ou autres organismes départementaux
qui ont numérisé, scanné les plans napoléoniens. Là, tu l'as dans Foncier, regarde, cadastre napoléonien 82. Donc là, il se trouve que sur le département du Tarn-et-Garonne, c'est plutôt le conseil départemental avait numérisé, géoréférencé le cadastre napoléonien. Donc, on a une information complémentaire. Alors, on va continuer à remonter dans le temps, mais là, ça va être grâce aux photos aériennes IGN. Donc, IGN a un bel outil aussi qui s'appelle Remonter dans le temps, qui met à disposition beaucoup de photos aériennes anciennes. Et donc, pareil, on a pu les récupérer, en tout cas les mettre en ligne via Mon Territoire. Et c'est assez intéressant de voir les différentes évolutions dans le temps pour une parcelle donnée. Donc là, on est sur une période de 1950 à 1965. Donc on voit que c'était bien agricole à cette époque-là, hein, qu'il n'y a pas de bâti. Et puis après, on va remonter le temps. Donc voilà, ça commence là, ça commence à se construire un petit peu. Ça commence à bouger un petit peu. Donc là, hop, ici, oui, en effet, grosse construction à côté. Voilà, là on change un peu d'environnement et on arrive sur quelque chose qui s'urbanise, qui s'organise surtout. Et voilà, on est ici en 2016 et on voit là qu'on a des travaux en cours sur cette parcelle-là. Bon, donc c'est à partir de cette période que ça bouge vraiment sur cette parcelle et que c'est en train de s'urbaniser. Alors, ce côté historique, il est de plus en plus facilement accessible avec tous les flux de données IGN, hein, puisque quand on utilise pour parler technique, WMTS IGN, on a quasiment une photographie aérienne tous les 3 ans depuis 2000, depuis les années 2000 en flux. Donc, voilà, dans le cadre de l'analyse de l'urbanisation, c'est des choses qui sont très intéressantes et complémentaires de l'information technique du cadastre. Juste une petite remarque que je voulais vous dire aussi concernant le flux cadastral. Nous, dans notre application, on a fait le choix d'afficher directement cadastre.gouv.fr. En fait, la donnée en couche là que vous voyez, c'est vraiment le flux issu de cadastre.gouv.fr. Ce qui permet d'avoir vraiment la dernière donnée à jour. Et on verra ensuite qu'on a aussi l'historique des parcelles cadastrales depuis les années 90 pour compléter l'information. Donc là, en fait, pour le moment, on est dans ce premier bloc de fonds de cartes, de référentiels qui permettent voilà, de localiser la parcelle dans son environnement et dans son historique. Bon, les photos aériennes, on connaît bien, mais c'est vraiment aller voir les photos aériennes anciennes de l'IGN parce que c'est vraiment très performant. Et puis après, d'autres fonds de plan qui sont bien connus, bien sûr, OSM, hein, nous, un incontournable aujourd'hui. Donc là, on a fait une petite mouture Sogefy, c'est un peu personnalisé, mais c'est ce que permet OSM et c'est vraiment performant. Et on a donc d'autres niveaux d'information. Là, voilà, on va commencer à voir les commerces, on voit les intermarchés, Darty, donc un autre niveau d'information à ce niveau-là. Donc là, si tu peux aller dans Mon Territoire, en effet, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, il va y avoir de plus en plus le même système avec les données IGN, donc on va pouvoir mettre en forme. Donc c'est vrai que c'est toujours sympathique ici, cartes. Voilà, par exemple, nous on a fait des cartes noir et blanc, des cartes avec libellé, sans libellé. Voilà, aujourd'hui, selon les thématiques, on peut se paramétrer ces cartes. Alors, c'est des flux de données images. De plus en plus, ça va être des flux de données vecteurs qui vont pouvoir avoir des affichages très fins. Et selon les thématiques, en effet, par exemple, quelque chose d'un peu plus naturel, selon ce qu'on souhaite faire ressortir. Hop, on va continuer. Un autre type de représentation, Open Topo, donc une carte type topographique, toujours issue d'OSM. Donc là, c'est vrai, c'était aussi pour montrer un petit peu le champ des possibles à partir d'une même source de données.
en fonction de l'objectif recherché. Il y a vraiment plein de fonds de plan qui sont à disposition et il y a une grande communauté très active autour d'OSM. Donc, pareil, on encourage à aller regarder, à s'intéresser à OSM parce que vous avez aussi la main sur son fond de plan. S'il manque des attributs, s'il manque des voiries, vous avez mais bien sûr la possibilité de venir compléter cette carte. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on encourage, nous, auprès de nos collectivités pour qu'elles prennent la main sur leurs cartes qu'elles pourront utiliser après par la suite. Oui, en fait, il y a une question concernant l'analyse de l'artificialisation. On va peut-être y revenir parce que je pense que l'artificialisation, on peut l'analyser avec différentes données. En effet, on a les photographies aériennes, mais c'est tous les 3 ans et voilà. Après, on va avoir d'autres données complémentaires, en effet, qui vont pouvoir nous aider sur l'analyse de l'artificialisation. Ça va être les données ADS ou les données historiques des parcelles. On va regarder ça au fur et à mesure du temps, mais on y reviendra en effet. Ouais. Voilà, donc là, on va rentrer dans un autre type de données. C'est la donnée de l'image immersive. Donc, vous avez dû entendre parler, vous connaissez tous Google Street View. Et là aussi, il existe des alternatives intéressantes. C'est Mapillary. Voilà, donc Mapillary va permettre d'enregistrer la vidéo que vous auriez vous-même réalisée sur votre territoire, de la déposer sur la plateforme et de la consulter de cette façon. Hop. Donc là, de la même manière, on est toujours sur voilà, de l'open data. Hein. Depuis le début, pour l'instant, on n'a montré aucune donnée privée, finalement, propriétaire. On est, voilà, donc Mapillary, tout à l'heure, on parlait de la télédétection, c'est l'imagerie depuis l'aérien. Là, on est sur la vidéo immersive et on se rend compte que aujourd'hui, quand on se rend quelque part, on va beaucoup sur Street View, regarder un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Et bien là, pour les services des collectivités, puisque mon territoire s'adresse pas mal aux collectivités, mais pas que, et bien on va pouvoir avoir des vues immersives de l'application. Donc voilà, Mapillary qui est directement intégré et complémentaire de l'information géographique. Alors pareil, on vous engage à aller voir un peu plus les services que propose Mapillary, puisque comme disait Vincent, il y a de la détection automatique d'images. Donc, on va pouvoir créer vraiment de la base de données, de signalétique, de mobilier de façon automatique ou bien assistée, en tout cas à partir des vidéos de Mapillary. À noter que pour l'instant, encore une fois, zéro intégration. Voilà, pour l'instant, on n'a pas du tout intégré de données, sauf le cadastre qu'on avait vu au début. Voilà, tout ça est complètement généré de façon automatique via des flux de données externes ou alors nos API. Et juste aussi une petite différence entre Google Street View qu'on ne peut pas encapsuler dans les applications comme on le fait avec Mapillary. Et c'est vrai que c'est très confortable de pouvoir avoir le fond de plan d'un côté et la vue immersive de l'autre, tout en restant dans son outil, ce que ne permet pas Google Street View. Et donc, remarque de Mathieu, en effet, Mapillary, on peut aller quand on veut sur le terrain pour mettre à jour soi-même. Oui. En effet, la vue immersive. Nous, en effet, on a des clients qui ont une petite caméra 360. Là, ils mettent ça sur la voiture, ils roulent et puis ils ont toujours la vue immersive à jour. En particulier, quand ils font des travaux, ils réalisent des travaux. Après, ça leur prend 1 heure juste de prendre la vue immersive avant-après. Voilà, ils sont complètement autonomes sur ce référentiel image en fait, de leur vol. Je continue un petit peu. Alors, on va revenir sur des données un peu plus classiques. Là, c'est les données géorisques, donc sur les aléas, retrait, gonflement des argiles, et un site Basias. Voilà, donc il est ici, le site. Et ici, on a les niveaux de risque. Donc, si je vais pardon, ici. Donc là, je vais fermer Mapillary. Je vais revenir ici. Et là, pour vous montrer
Bon, voilà, hein, ça, je pense que vous connaissez quand même pour beaucoup ce type de données. On est toujours dans l'idée d'aller chercher de l'info. Donc, vous voyez là les sites Basias qui s'affichent directement sur la carte. Alors, petite remarque, ça va être le cas pour la donnée d'urbanisme de façon générale. Donc, on va parler de zonage d'urbanisme après, de servitude d'utilité publique, de contraintes d'urbanisme. Là, la difficulté potentielle, c'est que là, on a une hétérogénéité des données, parce que c'est au bon vouloir du versement de ces informations-là par les responsables de la donnée sur les différents portails, en particulier le géoportail de l'urbanisme. Donc, du coup, quelle source pour les PPRI, Hélène? En effet, nous, sur la version gratuite, en tout cas, c'est toujours la source, le géoportail de l'urbanisme. Voilà. Derrière, il y a des plateformes départementales parfois. On ne va pas faire des intégrations au niveau départemental. En tout cas, toujours pareil pour la partie open. Après, c'est chaque collectivité qui doit aller récupérer cette donnée-là auprès des gestionnaires de la donnée. Il y avait une question sur Mapillary, je vais les traiter au fur et à mesure. Une idée de la couverture Mapillary le long du filaire en Occitanie, Marie, vous pouvez tout à fait aller sur mapillary.com et regarder un petit peu. Vas-y, hein, Mathilde, ici, si tu te mets en plein écran, là, à côté de la mesure. Ouais, voilà. Voilà. Alors, Sogefy, petit clin d'œil, on est dans les 5 contributeurs mondiaux à Mapillary. On a versé à peu près 50 000 kilomètres de vue immersive. Du coup, quand vous voyez des grosses taches un peu partout en France, c'est souvent Sogefy. On voit le contour de la commune de Moissac. De Moissac, voilà, pour lesquels, vas-y, dézoome encore. Ouais. Montauban qui est équipé. Vous voyez, à l'ouest, là, on a des communautés de communes clients de Sogefy. Quand il y a des tâches, c'est souvent des clients de Sogefy. Voilà un petit peu la couverture. L'agglo de Tulle. L'agglo, par exemple, qu'on avait faite. On a fait vers Saintes aussi, des choses comme ça. Voilà. Et Montauban qui est équipé d'un kit 360 et qui est complètement autonome pour faire ses relevés vidéo et on voit qu'il est bien actif. Vas-y, va checker. Tu peux peut-être filtrer là-haut, troisième bouton, par vue 360, comme ça on verra des vues 360 seulement. Oui, parce que Mapillary est assez libre, c'est-à-dire qu'on peut faire avec un smartphone ou alors l'acquisition avec un smartphone ou alors avec des choses un peu plus avancées, type caméra 360. Il y a des GoPro maintenant 360, des choses comme ça. Donc voilà, le Grand Montauban, ils le font de façon… alors, attends, dans le sens, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux, mais bon, vas-y. On va aller voir. Voilà, ils ont une caméra 360 qu'on leur a fournie. Alors ça, c'était la première, les images sont moins bien, mais ils ont leur petit logo et puis ils arpentent les rues comme ça pour avoir des images à jour. Ouais. À noter, oui, en effet, que GeoRisque n'est pas forcément toujours à jour sur la donnée d'urbanisme. Et oui, après, on dépend. Ouais. Je reviens ici. Donc, je reviens ici. On était sur une autre donnée GeoRisque qui est le PPRI. Voilà. Je continue. Voilà, d'autres types de données. Alors, effectivement, l'IGN, un grand fournisseur de flux de données qu'on va venir capter et proposer. Et là, un exemple, là, il y a du Corinne Landcover, mais il y a aussi le registre parcellaire graphique, voilà, qui permet d'avoir 2 informations sur la couverture totale du territoire. Donc, en consultation également. Je pense qu'on peut continuer parce que… Oui, vas-y. Voilà. Déroule. Tu étais sur le RPG. Là, soit on utilise des flux de données géographiques, images, voilà, en visu,
pour certaines utilisations, ça convient, mais il faut savoir qu'on a aussi 10 années de RPG vecteur disponibles, registre parcellaire graphique, hein, c'est les déclarations PAC. En tout cas, la partie libre nous permet d'avoir l'assolement sur 10 ans. Donc, selon les thématiques abordées, en effet, d'avoir 10 ans de recul et 10 ans d'évolution, ça peut avoir des utilités, en effet. Voilà, là, on va rentrer dans la donnée un petit peu plus métier, un peu plus collectivité. Donc, on va dire, sur la version Open Data, on va chercher les PLU sur le GPU. Donc, ça permet vraiment d'avoir un niveau d'information au niveau du zonage et du règlement de façon vraiment automatique. Et puis après, la collectivité, bien sûr, a tout ça en base de données et on les intègre à ce moment-là directement dans l'outil pour avoir plus de temps un temps plus rapide en termes de réponse sur ces données-là. Et on va dire que c'est le grand classique, hein, le cadastre PLU pour un SIG collectivité. Ouais. Alors Mathilde, tu peux revenir sur la version gratuite, Open Mon Territoire. Open Mon Territoire. Ouais, voilà. Et donc du coup afficher le PLU du GPU. Alors je sais pas si. Alors donc voilà. Sur en effet la version gratuite, on va forcément interroger de base le géoportail de l'urbanisme. Et donc si tu reviens sur la fiche parcelle. Toujours sur la version gratuite, la fiche parcelle de notre fameuse BL 430. En effet, on a un onglet urbanisme qui va faire remonter l'ensemble des zonages et contraintes d'urbanisme. Alors, il y a quand même un gros challenge qui a été monté, qui a été relevé par l'équipe technique, c'est que ça, il faut savoir que c'est France entière, fonctionnel sur la France entière, hein, comme on le disait tout à l'heure. Donc, chaque parcelle France entière, vous pouvez savoir sur quelle zone elle se situe. Là, c'est la zone AU1. Les informations, les prescriptions et les servitudes d'utilité publique, avec évidemment les fichiers de règlement, etc. Et de la métadonnée, toujours la métadonnée au centre, hein, vous voyez que c'est un PLU, mise à jour numéro 16, approuvé le 27 avril 2021. Et là, donc, sur cette donnée-là, on l'a donc sur France entière. Évidemment, comme le disait Mathilde, quand une collectivité met en place un SIG type Mon Territoire, le GPU ne suffit plus parce que on souhaite aller plus loin dans la représentation des données, etc. Donc, du coup, on peut là paramétrer les flux de données. Donc là, tu peux rajouter le PLU de Moissac. Nous, on utilise QGIS Server pour faire ce genre de choses. Et vous voyez que, en fait, là, on voit la même donnée que de l'autre côté, mais bien entendu, mieux mis en forme, avec plus de classes, etc. Ce sont les mêmes zones, etc., mais mises en forme différemment, avec une légende plus approfondie, etc. Oui, Mon Territoire, c'est le GPU en mieux, c'est vrai. Michel, merci. Cette donnée est disponible sur toute la France, même lorsque le document d'urbanisme est… Alors non, justement, ce que je disais, c'est que les zonages d'urbanisme, on est complètement dépendant des versements du GPU, sauf quand Sogefi, on travaille avec une collectivité, auquel cas, si elle n'a pas versé ces documents sur le géoportail de l'urbanisme, on les incite fortement parce que voilà, nous, on essaye de mettre en œuvre les meilleures pratiques de l'information géographique et que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, hein, évidemment. Mais souvent, les collectivités ont leurs propres données, pas tout à fait compatibles avec le GPU, et du coup, elles les ont en interne et pas diffusées en open data. Donc là, quand on est sur le Carto, on voit que le PLU vient de la communauté de communes, hein, terre de confluence. Voilà. Donc c'est elle qui gère cette donnée et qui peut la travailler, par exemple, sous QGIS. Et là, comme on vous disait, ici, ça va être du GPU. Voilà. Donc les deux sources de données différentes et d'où les modes de représentation aussi différents.
Je sais pas, en termes de timing, jusqu'à quelle heure on a, on va peut-être un tout petit peu accélérer. En fait. On va accélérer, ouais, du coup. On se demandait si c'était 45 minutes, c'était pas un peu long, mais en fait, voilà. Donc ça, on l'a vu, donc l'urbanisme. Voilà, donc là, qui va permettre de vraiment d'en savoir plus et d'accéder au règlement. Bien sûr, avec le zonage du PLU, on va avoir les SUP, les servitudes d'utilité publique. Donc, pareil, qu'on va pouvoir représenter comme on le souhaite et couche par couche. Donc là, toujours des données, dans ce cas-là, qui sont propres à la collectivité. Et puis, on va revenir un petit peu sur la donnée open data à nouveau, notamment cette donnée-là, les parcelles et locaux appartenant aux personnes morales. Donc ça, c'est une donnée qui s'est libérée maintenant il y a peut-être un peu plus d'un mois, qui est aussi un petit événement dans le monde de l'open data, puisqu'on a accès donc à ces propriétés appartenant à des personnes morales. Et donc là, je vais savoir que ces parcelles-là en jaune appartiennent à la commune, que ces parcelles-là en jaune clair appartiennent à d'autres personnes morales. Donc, je pense à une SCI, mais on a tout ce détail-là en termes de thématique. Et puis, la donnée peut permettre d'aller plus loin parce qu'on peut savoir exactement quelle est la SCI qui est propriétaire de cette parcelle-là. Alors, en effet, comme elle a été mise en open data, on s'est empressé de la mettre dans la partie gratuite. Tu peux peut-être montrer cette donnée-là dans la partie gratuite de mon territoire. Donc, ici, thématique foncière, tac, vous avez une couleur, un type de propriété avec la légende associée. Donc, en jaune, je crois que c'est… Tu as la légende dans la partie… Voilà. Dans l'arborescence des couches, tu peux avoir la légende affichée. Ouais, et en effet, dans la partie mon territoire carto pour les collectivités où on intègre les données Magic 3, tu peux aller peut-être mettre une thématique foncière sur la propriété à partir des données Magic 3, et c'était un peu le sujet, tu as les thématiques foncières là. Voilà, nous, on a fait tout un tas de thématiques foncières qui permettent à la collectivité, donc les unités foncières, qui permettent à la collectivité de visualiser un niveau d'information très simplement. Hein. Sur la carte, par exemple, sur la thématique des propriétaires, là, Mathilde, tu peux décocher celle-là. Là, vraiment, les personnes morales, la propriété publique, voilà, c'est au-dessus aussi, qui est la même thématique. Tiens, elle ne marche pas celle-là. Qui est la même thématique que la précédente, mais à partir des données Magic 3. Quel millésime pour le foncier public? Je pense que c'est là, hein, c'est cette année. Alors, je n'ai pas la fréquence de mise à jour puisqu'elle est nouvellement en open data. Elle est annoncée annuelle. Hein, annuelle. Bon, voilà. Donc, vous pouvez partir du principe que c'est certainement 2020, fin 2020, pour la donnée des propriétaires fonciers publics. Quelle est la source de la donnée? C'est data.gouv. Hein. Oui, data.gouv, et c'est DGFIP qui la met à disposition. Voilà, donc personne morale sur data.gouv, vous allez trouver cette donnée à disposition. Si on continue toujours dans l'open data, alors j'ai mis géofoncier, mais c'est aussi la partie open data de géofoncier. Donc géofoncier, c'est le portail de l'ordre des géomètres experts qui est en place depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Alors Sogéfi est assistant technique de géofoncier depuis de nombreuses années, donc on connaît très bien cette donnée-là. Juste petite parenthèse, donc les géomètres ont l'obligation de référencier leurs interventions foncières sur le terrain, sur le portail géofoncier. Donc ce que vous voyez là, les petits logos, ça veut dire qu'un géomètre est intervenu. Donc vous allez pas savoir que c'est le cabinet Sogexfo, que c'est du foncier, que c'était en 2021. Et les points rouges et les lignes bleues, c'est les bornes et limites qui sont implantées sur le terrain par le géomètre expert et qui sont matérialisées sur le portail géofoncier. Donc, il y a un niveau de flux open data qui permet de l'afficher sur d'autres portails comme mon territoire. Hop, si j'y vais dessus. Voilà, je ne sais pas si
Vous connaissez ce portail géofoncier. Il y a un accès gratuit grand public et Géofoncier propose également une version payante qui va un peu plus loin et qui permet aujourd'hui de pouvoir rentrer plus facilement en relation avec son géomètre et de pouvoir consulter en ligne les documents qui ont été déposés par le cabinet qui a réalisé l'opération foncière sur le terrain. Donc là, on constate que cette parcelle-là, en l'occurrence, a été bornée avec les bornes et les délimitations. Donc, quand on cliquera sur la parcelle, alors là, vous avez la fiche de parcelle complète là. Et en 2021, il y a eu une intervention d'un géomètre expert, c'est ce que vous voyez à l'écran. Il y a le numéro de dossier, il y a même la prévisualisation des plans de bornage qui ont été réalisés. Voilà. Et Géofoncier va vous permettre de les consulter en ligne avec l'accord du géomètre expert. Donc ça, c'est nouveau et ça va aussi faciliter l'accès à l'information. Juste, il y avait une question. Quelle est la différence entre personne morale et personne publique? Alors, je pense que quand on parle de personne morale, c'est toute entité qui a un numéro de sirène, à mon sens. Voilà, hein. Une personne publique, c'est une personne morale particulière qui est une collectivité ou assimilée, quoi. Dans les personnes morales, il va y avoir toutes les associations et entreprises. Voilà, et les SCI, par exemple, de particuliers est une personne morale, comme peut être une collectivité. Je continue. Donc après, Géofoncier qui vous permet de savoir ce qui s'est passé au niveau d'une division ou d'un bornage. Un autre niveau d'information qui est aussi en open data, mais qui est aussi un petit peu particulier quand même pour le coup, ce sont les DFI, donc qui va permettre de connaître les divisions réalisées au niveau d'une parcelle. Donc, quand on a cliqué sur cette parcelle-là, je vais le faire sur mon territoire, on a l'information qu'elle est issue d'une division de la parcelle 277 en 1991. Donc, on revient un petit peu sur le côté historique. Donc, je reviens ici, je vais juste enlever les géomètres pour le moment. Je vais revenir sur ma fiche parcelle. Donc, je me suis intéressée, je suis toujours sur ma parcelle BL 430 et je vois qu'elle est issue de la division de la parcelle BL 277. Et quand je vais cliquer sur cette parcelle-là, on va reconstituer l'emprise cartographique de cette parcelle mère. Voilà, j'ai aussi le numéro document d'arpentage qui était l'objet de la division et je vois que cette parcelle a donné deux parcelles filles, la 429 et la 430. Alors ça, c'est assez intéressant, hein, encore une fois, pour l'analyse de l'évolution du territoire, de pouvoir reconstituer cette historique des parcelles pour les services urbanisme, en particulier des collectivités. Et je pense qu'il y a, alors nous, ce n'est pas notre métier de créer des indicateurs sur ce genre de choses, mais je suis intimement persuadé qu'il y a des indicateurs à créer à partir de ces données-là. Donc, si vous avez des idées sur des indicateurs, on est preneur pour les travailler avec vous, sans problème. En open data aussi, oui, Mathieu, toujours data.gouv.fr. Alors, une donnée imbuvable, on n'est pas les plus techniciens, Mathilde et moi, ici. Par contre, à Sogefi, il y a en effet des gens qui savent se pencher sur cette affaire et qui l'ont fait pour obtenir ce résultat-là. Voilà, c'est un travail de très longue haleine. Donc, on voit bien que cette parcelle, elle est périmée, hein, elle n'existe plus, c'est-à-dire qu'en fait, on ne la retrouvera pas dans les fichiers fonciers, mais elle a quand même existé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la retrouver. C'était la… Vous avez jusqu'à 12h15 pour intervenir, il y a un petit peu plus de marge. D'accord, merci. On a le temps. Alors, pardon, c'était la 277. Donc, on voit bien que si je cherche la 277,
Voilà, donc elle est bien, elle a bien existé, mais elle est périmée, mais on peut quand même permettre la recherche sur des parcelles qui n'existaient plus sur le fond de plan, mais qui ont été référencées grâce à ces fichiers DFI. Souvent, dans les collectivités, pour les permis de construire, voilà, les dossiers ADS, hein, autorisation du droit du sol, c'est très important ce genre de choses parce que c'est les références de l'époque souvent qui ont été saisies dans ces outils. Et voilà, sur le principe, pour retrouver facilement des dossiers historiques, il y a cette fonctionnalité-là. Voilà. Voilà, je pense que je vais rester sur mon territoire pour vous montrer d'autres données issues de l'open data. Oui, Les alors juste DVF. Oui. pour préciser, là, en fait, là, on est sur la partie, entre guillemets, payante. Voilà. C'est-à-dire que là, la collectivité a souscrit à un abonnement Sogefy et elle a cette fiche complète avec des outils de recherche, etc. On va pas revenir là-dessus, mais du coup, les 3 premiers onglets, c'est les onglets sur les… Tu reviendras dessus peut-être après, Ouais. Magic 3. Et après, on ressort toutes les informations issues de l'ensemble de nos API à Sogefy. Vas-y. Voilà, donc non, on a parlé des géomètres experts, on a parlé des DFI. On fait aussi remonter une autre donnée open data, c'est les DVF. Donc, on en a déjà beaucoup parlé lors des différents ateliers. Donc, les transactions immobilières, là, depuis libérées et qui sont ouvertes depuis pour avoir des informations depuis 2014. Donc, la première information, il y a eu une transaction en mai 2015 pour 50 000 €. Et ici, on va pouvoir avoir le détail. Donc, on voit en fait que ça concerne plusieurs parcelles, hein, ces 3 parcelles-là, et on a le détail avec la surface. Voilà, donc ça aussi, une donnée à aller chercher en open data. Après, on va rentrer sur de la donnée métier, hein, propre à la collectivité, parce que les collectivités ont beaucoup de données en interne. Et en fait, on s'est rendu compte que chaque service a sa donnée, a ses informations, et qu'il n'était pas forcément évident de le partager. Donc, on a travaillé… Alors là, on va revenir un petit peu plus sur les outils. On a vraiment travaillé sur l'interopérabilité, parce que le service instructeur a son logiciel, le service ANC a son logiciel métier, et donc il est important de pouvoir faire communiquer, pouvoir communiquer les outils. Donc alors, là, vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Là, je suis sur le module ANC, par exemple, qui permet de savoir qu'il y a, alors qu'il y a eu une intervention sur l'ANC au niveau de cette parcelle-là, voilà, qui est ici localisée là. ANC, assainissement non collectif, les fosses septiques, voilà, pour information. Bon, c'est une information de plus pour la collectivité dans son application. Ce qui est plus intéressant, c'est l'ADS au-dessus. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, et là, ce sera en réponse un peu à la question tout à l'heure sur l'artificialisation posée par Hélène, je crois. C'est l'ensemble des dossiers déposés, autorisés, des dossiers d'urbanisme, hein, les permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme, sur le territoire en live, hein, en direct. C'est-à-dire qu'on a une vision très directe. Et je pense que l'analyse de ces dossiers-là, pour l'artificialisation, c'est la meilleure source de données. J'ai des collectivités clientes qui me demandent est-ce que vous pouvez me sortir tous les dossiers déposés depuis les 5 dernières années avec les superficies associées qui ont été autorisées, bien sûr, avec les superficies de parcelles associées pour évaluer leur consommation d'espace. Je pense que c'est la source de données la plus fiable pour analyser l'artificialisation. Après, elle pourrait être croisée avec d'autres données, mais voilà, sur le principe, voilà. Sur cette parcelle-là, on voit qu'il y a eu différents certificats d'urbanisme, un permis de construire en 2015 qui a été déposé, avec tout un tas d'informations associées, le nom du propriétaire, les superficies de chaunes construites, etc. Enfin, je vous passe le détail, mais voilà, pour ça, encore une fois, on s'interface avec des outils, les outils de la collectivité, d'instruction de l'urbanisme, et on récupère cette donnée-là pour la spatialiser, la cartographier, ce qui permet d'avoir une vue globale hein, pour les services de la collectivité de tout ça. Voilà, là, on s'interface avec un logiciel qui s'appelle Oxalis.
qui est l'outil métier du service instructeur. Donc, on va faire revenir l'information au niveau de la parcelle. Il y avait une petite précision dans le chat concernant les personnes morales disponibles sur data.gouv. Merci Stéphane. Le millésime et la date, c'était situation au 1er janvier 2020. Voilà, issu de la base magique. Donc, on suppose qu'on va avoir un 1er janvier 2021 pour en 2021. Voilà. Il y avait une question concernant les coûts d'abonnement Sogefy. Évidemment, c'est pas cher du tout. Non, mais pour répondre à la question comme ça, c'est complètement impossible. C'est dépendant des structures, des collectivités, etc. On pourra en rediscuter, Jean-Marie, avec plaisir, bien entendu. Hein, on est une entreprise. Et les données Citadel pourraient être utilisées aussi. Alors, elles le sont, les données Citadel. Voilà. Dans la partie ADS, on a à la fois les permis issus de l'outil ADS, mais aussi la donnée Citadel. On a une API ADS qui intègre la donnée Citadel et qu'on met à jour tous les, je crois que Citadel, c'est les 6 mois. Tous les 6 mois. Alors là, aujourd'hui, Citadel, c'est les permis de construire des personnes morales. On y revient toujours. Et ce qu'on attend vraiment incessamment sous peu, ce sera les permis de construire des personnes physiques. Et comme ce sera de l'open data, ça sera ouvert à l'ensemble des acteurs et des acteurs privés notamment qui seront fortement intéressés par cette donnée. Je vais enlever juste les dossiers ADS pour la carte. Je vais revenir sur la fiche parcelle. Bon, je vois qu'il nous reste 5 minutes, mais on a bientôt fini. Donc, et puis on va monter les 3 derniers onglets qu'on n'a pas encore vus. Ça va être les données des magiques, hein, des fichiers fonciers dont on parle depuis hier, qu'on a mis en forme vraiment, là, c'est vraiment de l'opérationnel pour la collectivité, pour avoir l'information rapidement. Donc, premier onglet, le propriétaire avec son compte propriété et la possibilité de télécharger les relevés de propriété, donc son relevé de propriété, le relevé de propriété tierce et tierce limitée à cette parcelle. On est dans des démarches très administratives, mais qui sont très récurrentes en collectivité, donc indispensables. Ce qui va avec la parcelle, c'est l'unité foncière. Hein, on en a aussi parlé hier lors des différentes interventions en termes d'aménagement du territoire, de compréhension du territoire, c'est indispensable. Et là, voilà, de façon très rapide, on reconstitue l'unité foncière du compte de propriété. Allez, je vais faire un petit peu de pub Sogefy du coup. Alors déjà, techniquement, on s'appuie sur le modèle de données FME. Hein. Il y a un atelier en parallèle sur FME, GMC qui nous est apparu le plus pertinent, le plus optimisé pour pouvoir restituer la donnée des données Magic 3 ici. Et après, nous, on a travaillé beaucoup sur l'ergonomie de l'application, vous le constatez, hein, des couleurs. Voilà, si tu vas sur la propriété bâtie avec le détail des bâtiments, voilà, quelque chose de très accessible, très user-friendly, on va dire. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'on sait que les gens ont besoin d'accéder très simplement à l'information. Voilà, c'était la petite pub, puisque c'est vrai que depuis hier, on parle de données magiques 3, et puis il y a beaucoup d'utilisations, beaucoup de façons de la restituer. Voilà. Juste le petit clin d'œil aussi dans propriétaire. Évidemment, dès qu'on le peut, on fait des ponts avec les autres sites. Alors là, on avait l'ensemble des parcelles, et si tu reviens sur la parcelle, voilà, quand on va cliquer sur le numéro de SIRET de la SCI, donc du propriétaire personne morale, on bascule sur entreprise.data.gouv. D'ailleurs, il faut qu'on redirige là vers la nouvelle version, mais sur le principe, dès qu'on peut faire un lien avec des données externes, on y va comme ça. Alors, il y a des questions. Y a-t-il des outils de recherche attributaire et spatiale? Mathilde va vous donner tout ça. Un truc super bien, c'est cette recherche rapide de parcelles là. Voilà, elle est vraiment géniale. On tape n'importe quelle parcelle et hop, l'application va nous le proposer. Donc ça, c'est recherche simple. Bon, une parcelle.
un numéro de propriétaire. Et après, là, la recherche avancée, on en est très fiers aussi. Voilà, non, mais c'est vrai, regardez en bas, là, vous avez 41 980 parcelles qui sont sur la collectivité. Puis au fur et à mesure du temps que je vais paramétrer mon filtre, donc je choisis la commune de Moissac, plus que 25 000 parcelles, puis que les propriétés bâties, 5 700 parcelles, et je crée mon filtre de type maison, appartement, je ne sais pas ce que tu as choisi, de plus de entre 500 mètres carrés et 800 mètres carrés. Donc, toutes les propriétés bâties entre 500 et 800 mètres carrés, bon, peu importe, il va me ressortir les 260 résultats en cliquant sur rechercher. Donc voilà, on a vraiment fait séparer les recherches simples et recherches avancées, les outils d'export, etc. Bon, ce n'était pas le sujet de la présentation de l'application. On a vraiment tout optimisé. Ça reste un SIG. L'important, nous, c'est vraiment de se baser sur l'open data et de présenter à l'utilisateur un maximum d'informations géographiques dans un outil sympathique d'utilisation. Voilà, c'est vraiment ça l'objet de l'atelier et puis du temps en développement qu'on a passé, c'est mettre à profit des données pour en tirer des informations voilà, vraiment utiles à l'utilisateur. On est dans l'opérationnel. Hein. Oui. Je vois que vous êtes fiers de votre bébé. Oui, c'est vrai. Vous le portez bien, vous l'avez bien présenté. On va sûrement être coupé dans les secondes qui arrivent, donc je vous propose de faire un tour des dernières questions. Je pense que vous avez répondu au fur et à mesure aux questions. Je laisse Vincent regarder. C'est ça, mais comme ça, on n'a pas de temps. Quel moteur cartographique derrière? C'est un moteur cartographique spécifique Sogefy. Alors, on utilise QGIS Server pour diffuser de la donnée géographique en flux et permettre à nos clients qui utilisent QGIS de diffuser facilement leur projet QGIS à leurs collègues dans la collectivité. Donc, les séances prennent fin dans 55 secondes. Je ne sais pas si vous le voyez aussi. Oui, oui. OK. Voilà, pour information. Donc, le seul moteur cartographique utilisé, c'est QGIS Server. Et question sur Maître Vindou, en fait, normalement, c'est mon avatar. Voilà. Mathilde, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en conclusion, peut-être? Non, mais on est content. Vive l'open data, parce que vraiment, c'est une richesse incroyable qui demande du temps, mais vraiment qui apporte de plus en plus de valeur ajoutée à l'information géographique. Donc, à suivre de près. Je trouve que les ateliers, les journées de ce type sont vraiment riches. Donc, j'espère que tout le monde en aura tiré profit, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire.